Le silence lourd planait sur la salle d'audience du palais de justice de Paris, presque étouffant, comme si l'air lui-même retenait son souffle. On n'entendait rien d'autre que les bruits lointains de la circulation, jusqu'à ce que les pas assurés d'Antoine, inspecteur de police déjà bien connu dans la capitale pour son tempérament difficile, se fassent entendre. Ce jour-là, quelque chose de particulier le rongeait de l'intérieur. Son visage fermé témoignait d'une colère qu'il ne tentait même plus de cacher. Depuis des semaines, le stress du travail et la pression de ses supérieurs lui pesaient sur les épaules, et la fatigue accumulée ne faisait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Autour de lui, les regards des jurés et des avocats s'échangeaient des signes de malaise. Plusieurs personnes connaissaient la réputation d'Antoine. Certains avaient même déjà été témoins de ses accès de colère, mais rien ne laissait présager ce qui allait se passer. À cet instant précis, alors que la tension semblait avoir atteint son paroxysme, un éclat de voix discret déclencha tout. Antoine, croyant qu'il devait répondre à une provocation, perdit ses repères pendant une fraction de seconde. Sans réfléchir, emporté par une rage qui bouillonnait depuis trop longtemps, il balança son poing en avant dans un geste brusque et incontrôlé. Il ne vit même pas le visage de la personne qui se trouvait devant lui. Le bruit sec du coup résonna dans la salle, suivi d'un silence presque irréel. Ce n'était pas seulement un choc physique, c'était comme si le temps s'était arrêté et que chacun prenait pleinement conscience de la gravité de ce qui venait de se produire. Antoine, réalisant à peine son geste, sentit tout son corps devenir lourd. L'impact brutal venait de briser non seulement la dignité de celui ou celle qui avait reçu le coup, mais aussi celle d'Antoine, qui, l'espace d'un instant, comprit qu'il venait de franchir une limite qu'on ne doit jamais dépasser. Une tension glaciale immobilisa aussi bien les membres du jury que les employés du tribunal. Personne ne savait comment réagir. Ce geste irréparable, même commis dans un moment d'égarement, ne laissait planer aucun doute. L'autorité d'Antoine venait de s'effondrer sous les yeux de tous. Juliette, la juge touchée de plein fouet par le geste incontrôlé d'Antoine, resta debout sans broncher. Tout le monde s'attendait sûrement à la voir chanceler ou au moins reculer d'un pas, mais c'est tout le contraire qui se produisit. Malgré la douleur visible sur son visage, elle planta ses yeux dans ceux d'Antoine, déterminée à ne pas lui céder la moindre parcelle d'autorité supplémentaire. Le silence, déjà bien ancré dans la salle, devint encore plus intense, comme si chacun hésitait à respirer devant la scène. Cette force tranquille que dégageait Juliette dépassait le simple courage physique. C'était une attitude qui oscillait entre le respect de soi et l'envie profonde de rappeler à tous que la peur ne devait pas régir le déroulement de la justice. Derrière Juliette, les avocats échangèrent des regards inquiets, se demandant s'ils devaient intervenir. Certains membres du jury, d'habitude assez passifs, se redressèrent sur leur siège. Plusieurs agents de sécurité, placés près des portes, gardaient la main sur la radio, mais n'osaient pas bouger, étonnés devant la dignité de la magistrate. Il régnait comme une tension électrique, mais aussi un début d'espoir, un sentiment nouveau flottant dans l'air. En restant debout, face à la violence, Juliette venait d'envoyer un message clair, non seulement à Antoine, mais à toute la salle. Elle refusait de devenir une victime passive et de confirmer l'image d'impunité qui accompagnait souvent ceux qui détenaient l'uniforme ou le pouvoir. Petit à petit, le malaise se transforma. Les discussions superficielles sur les prochaines vacances ou sur le temps qu'il faisait dehors se muèrent en murmures plus profonds, presque graves. On sentait que quelque chose venait de changer, que ce moment marquerait un tournant. Ce n'était plus seulement le procès de quelqu'un, c'était devenu le lieu où les rapports de force se redéfinaient. Le regard dur de Juliette, son maintien sans faille, faisait tomber les masques, rappelant à chacun que l'autorité, aussi impressionnante soit-elle, ne peut exister sans respect réciproque. Dans le regard des témoins, de simples spectateurs devinrent aussitôt complices ou juges de cette scène imprévue. Le pouvoir illusoire d'Antoine vacillait face à la présence indiscutable de Juliette et à la prise de conscience collective
qui se faisait jour. Pour Antoine, les secondes qui suivirent l'incident parurent durer une éternité. Son regard se brouilla un instant, le ramenant à certaines scènes de son passé qu'il avait passé des années à repousser. Bien avant de devenir inspecteur, il avait connu, lors de sa jeunesse en banlieue parisienne, une succession de petites humiliations administrées par des figures d'autorité parfois tout aussi brusques que lui. Le système dans lequel il travaillait, le commissariat du 11e arrondissement, était depuis toujours réputé pour son ambiance carrée, presque étouffante. Là-bas, personne ne montrait jamais ses faiblesses de peur d'être jugé ou pire, de paraître fragile devant les autres collègues. Antoine se souvint des jours entiers passés à essayer de prouver sa valeur, à lutter contre cette sensation d'invisibilité qui le hantait depuis le début de sa carrière. Le respect, il ne pensait pouvoir l'obtenir qu'en provoquant la crainte ou la soumission, et le port de l'uniforme semblait lui donner l'assurance que la vie, jusque-là inégale, finirait par lui rendre justice. Sauf qu'à ce moment, homme précis, debout devant Juliette et tous ses regards, il ressentit pour la première fois une forme de vertige. Ce n'était pas la colère, ni même la honte, mais la réalisation d'un échec profond. Au lieu d'attirer le respect, il n'avait réussi qu'à cultiver la peur et la distance. Le visage de Juliette, calme et fort malgré la blessure, contrastait violemment avec ce qu'Antoine avait l'habitude de croiser dans sa vie professionnelle. Sa réaction, loin de s'effondrer ou de réagir par la violence, éveilla en lui une remise en question soudaine. Le lourd silence qui s'était abattu sur la salle ne faisait qu'amplifier ce sentiment. C'était comme si les certitudes auxquelles il s'accrochait depuis tant d'années se fissuraient brutalement. L'espace d'un instant, Antoine sentit le poids de toutes ces années vécues à l'écart, abritées derrière une carapace, pour ne rien laisser passer. Ce soir-là, ce mur interne commença à s'écrouler lentement, laissant entrevoir la possibilité d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais acceptée, ni même envisagée. Soudain, il comprit toute la gravité de son acte et l'irréversibilité de ce qui venait de se produire. Juliette, dans sa robe noire légèrement froissée, n'avait pas besoin de mots pour s'imposer. Toujours debout à son pupitre, elle laissait un silence lourd s'installer, mais ce n'était pas un vide inconfortable. C'était un silence plein de dignité, comme si elle savait que rien, surtout pas la colère, ne pouvait vraiment toucher son intégrité. Elle regardait Antoine droit dans les yeux, sans aucune animosité, le visage marqué mais la tête haute. Chacun de ses gestes semblait réfléchi, ancré dans une forme de confiance intérieure qu'on devinait forgée par des années à affronter l'injustice sous différentes formes, sans jamais y perdre son humanité. Devant cette réaction inattendue, Antoine sentit une vague de gêne monter en lui. Ce n'était pas la gêne ordinaire que l'on ressent face à une bêtise, mais une humiliation profonde, celle qui vient avec la prise de conscience qu'on s'est trompé jusque dans ses convictions les plus solides. Il voulait voir la peur chez Juliette, il voulait qu'elle cède, qu'elle s'écrase ou cherche à se défendre, tout sauf ce calme inébranlable qui semblait transformer sa violence en ridicule. Là, Antoine découvrait que le vrai pouvoir ne s'impose jamais par la force. Il se manifeste par la maîtrise de soi et le refus de céder à la haine ou au sentiment de revanche. Plus il la regardait, plus le malaise s'intensifiait. Il comprenait maintenant qu'il n'y avait jamais eu la moindre crainte dans le regard de Juliette, pas un frémissement, rien. Ce constat lui renvoyait, comme un miroir impitoyable, l'image d'une faiblesse morale qu'il ne pouvait plus camoufler derrière son uniforme. Le silence de Juliette était devenu une réponse en soi, 1000 fois plus puissante que la colère ou les mots durs qu'il aurait pu redouter. Au fur et à mesure que les secondes défilaient, ce sentiment de perte de contrôle se mua en une lucidité douloureuse. À vouloir humilier l'autre pour exister, il n'avait fait qu'exposer ses propres failles. Ce moment où tout le monde comprenait que la justice n'a pas besoin de cris pour s'imposer, aurait pu durer quelques secondes ou plusieurs minutes.
Dans l'esprit d'Antoine, il semblait s'étirer à l'infini, gravant en lui l'idée que le vrai courage n'est jamais bruyant. Au fond de la salle, les gens commencèrent à échanger des regards lourds de sens. Certains chuchotaient, d'autres fixaient la scène avec l'expression de ceux qui savent qu'un instant important vient de se jouer, bien au-delà d'un simple incident malheureux. Les murmures prenaient de l'ampleur, glissaient de banc en banc, et chacun ressentait qu'il venait d'être témoin de quelque chose qui dépassait la routine judiciaire. À cet instant, le geste d'Antoine, suivi par la réaction de Juliette, était perçu comme le signal d'un changement possible dans la façon d'envisager l'autorité et la justice au cœur de Paris. Au fur et à mesure que la tension diminuait, il devenait évident que ce n'était pas seulement une histoire d'agression. Il s'agissait plutôt d'un point de bascule, un de ces moments qui marquent la mémoire collective où l'on sent qu'une page est en train de se tourner. Les conversations légères sur les vacances où la météo s'était évanouie, remplacées par des réflexions sur le respect, la place de la violence et le vrai rôle du pouvoir dans les institutions. Ce qui venait de se passer semblait redéfinir les règles du jeu, suggérant qu'on ne pourrait plus détourner les yeux ou tolérer ce genre de comportement comme avant. Rapidement, la nouvelle du coup échangée entre l'inspecteur et la juge fit le tour du palais de justice, puis s'échappa des murs épais de la salle d'audience. Quelques minutes plus tard, à la sortie du bâtiment sur l'île de la Cité, des agents parlaient déjà de l'incident aux journalistes, qui flairaient là un sujet brûlant. Avant même la fin de la journée, l'affaire circulait sur les réseaux sociaux. Certains dénonçaient une atteinte intolérable à l'intégrité judiciaire, d'autres louaient le calme extraordinaire de Juliette, devenue en peu d'heures un symbole inattendu de dignité face à l'agression. Ce qui aurait pu rester un épisode isolé était déjà en train d'inspirer des discussions dans les commissariats voisins, dans les tribunaux de banlieue et jusque dans quelques ministères. Le public ne verrait plus jamais une audience de la même façon. Cette scène, à la fois simple et bouleversante, continuait, bien après qu'Antoine et Juliette aient quitté la salle, à résonner dans les hautes têtes et à poser la question de la responsabilité. Avait-on enfin brisé la vieille habitude de détourner le regard quand l'abus de pouvoir surgit? Plus rien ne semblait certain désormais, sauf qu'un changement important venait de commencer à Paris. Antoine restait debout, les mâchoires crispées, au centre de la salle maintenant presque figée. Le choc, loin de s'atténuer, grandissait, à mesure qu'il sentait sur lui tous ces regards, non plus effrayés, mais attentifs et lucides. Pour la première fois de sa carrière, il prenait vraiment conscience que l'uniforme qu'il portait, ce même uniforme qui lui servait d'armure contre ses propres faiblesses, ne pouvait plus tout effacer ni justifier ses actes. Cette idée s'installait, désagréable et froide, malgré ses efforts pour la repousser. Juliette, elle, n'avait toujours pas prononcé un mot. C'était sa manière à elle de se faire entendre, de marquer le coup sans hausser la voix. Antoine comprit, alors que son silence frappait plus fort qu'un long discours accusateur. Cela pesait plus lourd que la plus sévère des sanctions, car tout le monde dans la salle ressentait la même chose. La juge n'avait même pas eu besoin de paroles pour rendre son verdict moral. Ce silence, chacun le vivait à sa manière, mais pour Antoine, c'était une véritable condamnation. Son souffle se fit court. Il sentit la sueur couler sur sa nuque et un léger tremblement lui parcourut les doigts. Minute après minute, il sentait la panique s'infiltrer dans ses pensées. Il avait cru pendant tant d'années que sa place, son autorité, pouvait servir de protection en toutes circonstances. Pourtant, plus il s'accrochait à cette idée, plus elle lui échappait. Un pouvoir sans respect, c'est du vent, pensa-t-il. Son assurance, si bien construite depuis tant d'années dans le stress quotidien des commissariats et les rapports tendus avec ses collègues, fondait désormais comme neige au soleil devant la dignité muette de Juliette. Il comprenait maintenant que tout ce qu'il pensait contrôler jusque-là n'était qu'une illusion. La peur n'avait jamais inspiré l'obéissance véritable, seulement la soumission provisoire,
L'autorité réelle ne résiste pas sans confiance réciproque. Plus le silence durait, plus Antoine sentait tomber une à une les couches épaisses de sa façade, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de l'image d'invincibilité qu'il s'était fabriquée toutes ces années-là. Dans ce moment suspendu, il essayait en vain de trouver un soutien dans ses souvenirs, mais il ne trouvait que l'évidence simple et brutale. Il fallait peut-être tout réapprendre. Petit à petit, l'atmosphère dans la grande salle du Palais de justice de Paris se transforma. Les regards d'abord étonnés changèrent de nature, chargés d'une intensité nouvelle, devenant des jugements muets dirigés vers Antoine. Ce n'était plus simplement de la curiosité ou de la stupeur. On pouvait lire dans les yeux des gens une forme de blâme, parfois même un début d'indignation. Antoine le sentit dans sa chair, cette inversion soudaine du sentiment collectif. Lui, l'habitué des salles d'interrogatoire, découvrait ce que cela faisait de se sentir mis à nu, observé, scruté et jugé par tous. À l'opposé, Juliette, toujours debout près du banc des juges, incarnait désormais une force tranquille. Elle avait repris, sans effort apparent, la place centrale dans la pièce, celle que lui conféraient ses responsabilités, et la confiance sourde du public. Nul besoin pour elle d'élever la voix ou de bousculer l'ordre des choses. Le simple fait de rester présente, digne et silencieuse, suffisait à rétablir l'équilibre. Son attitude rappelait à chacun que la justice ne s'exprime pas seulement dans les codes ou les peines prononcées, mais aussi dans une forme de décence et d'humanité auquel tout le monde semblait à présent aspirer. Dans la salle, les signes d'un changement étaient partout, même dans les détails. Ici, une femme hocha la tête, le regard brillant d'une reconnaissance discrète. Là, un jeune stagiaire juridiquement passionné serra les poings, comme s'il percevait pour la première fois toute la portée de son futur métier. Des murmures, d'abord contenus, commencèrent à circuler, se mêlant à quelques larmes discrètes, celles de personnes qui avaient peut-être attendu un signe d'espoir depuis des années. Chacun dans la salle ressentait qu'ils étaient réunis, au moins pour un instant, par une aspiration commune à une réparation, à quelque chose d'un peu plus juste. Antoine, lui, se retrouvait prisonnier de cette nouvelle dynamique. Il percevait que le centre du pouvoir ne résidait plus en lui, et que le moindre de ses gestes était observé. Peu importait désormais le prestige de son uniforme ou la solidité de son rang. Ce moment appartenait à Juliette, à sa dignité, et à ce souffle de renouveau qui lentement traversait la salle d'audience, abattant tout ce qui n'était que façade et faux semblants. La façon dont Juliette se tenait, droite sans raideur, forçait chaque personne présente à repenser sa propre idée du pouvoir. Sa tranquillité, loin d'être une simple réaction, semblait le fruit d'années passées à naviguer les méandres des tribunaux, à écouter, à encaisser, à apprendre, à rester debout quand tout poussait à plier. On sentait que dans ce silence, il y avait de la patience, celle de qui a dû, à de nombreuses reprises, remettre à sa place ceux qui croyaient que l'autorité s'imposait en élevant la voix ou en imposant la peur. Chacun des regards que Juliette lançait dans la salle avait quelque chose d'instructif, presque comme une invitation à réfléchir autrement. Elle ne pointait personne du doigt, ne cherchait pas à humilier son agresseur. À la place, elle portait en filigrane le message que la vraie force ne se dévoile jamais dans l'agressivité, mais dans la capacité à rester soi-même, malgré tout, et à réclamer le respect sans forcer qui que ce soit à se soumettre. Ce constat, peu à peu, gagnait les esprits de ceux qui, dans la salle, n'avaient jamais pensé qu'un simple silence pouvait être aussi puissant qu'un discours enflammé. Ce qui se jouait dans ce tribunal allait bien au-delà d'une confrontation individuelle. La posture de Juliette, sa manière de ne rien renier de sa dignité, créait un malaise nouveau pour certains et une inspiration profonde pour d'autres. Ceux qui avaient toujours soutenu un ordre figé où la peur gardait les choses à leur place commençaient à se demander si ce vieux modèle n'était pas en train de craquer. Des conversations discrètes débutaient, à mi-voix, entre quelques avocats et fonctionnaires habitués à des rapports plus frontaux. Les plus jeunes, en particulier,
ressentait chez Juliette un exemple à suivre, un espoir que le pouvoir pouvait vraiment changer de visage. Dans cette ambiance, c'était comme si la pièce entière avait basculé vers une compréhension nouvelle. On reconnaissait du fond du tribunal jusqu'au banc où s'accrochaient encore des doutes que la résistance ne se crie pas, qu'elle s'impose par la constance. L'attitude de Juliette, paisible mais résolue, commençait à redéfinir les relations. Peu à peu, chacun acceptait qu'ici, le respect valait bien plus que la crainte, et que la force véritable naît dans la dignité partagée, et surtout dans la patience de ceux qui ne renoncent jamais. Antoine, qui avait toujours eu l'habitude de maîtriser chaque échange et chaque confrontation au sein de la police nationale, se retrouva soudain démuni. Rien, ni les codes, ni les méthodes apprises pendant des années à l'Académie de la police, ne semblaient utiles dans cette situation. Il s'accrochait à des pensées confuses, fouillant dans sa mémoire à la recherche d'un mot, d'un geste ou d'une justification valable à offrir. Mais tout sonnait creux, même avant de franchir ses lèvres. Il comprit vite qu'il n'existait pas de formule magique pour excuser ce qu'il venait de faire. Son acte, d'une brutalité inexcusable, apparaissait à présent à ses propres yeux comme il était perçu par tous les autres, injustifiable. Ses yeux parcouraient la salle, espérant trouver une étincelle de compréhension, peut-être un geste de soutien parmi ses collègues, ou un signe de solidarité d'un père habitué aux mêmes pressions. Il n'y avait rien de tout cela. Au lieu des regards baissés de routine ou de la soumission contrainte, il ne voyait que l'inconfort, la lassitude et même une sorte de tristesse générale. Certains détournaient le regard, d'autres soutenaient volontairement celui de Juliette, affichant leur position sans équivoque. Antoine sentit alors une solitude pesante, bien différente de la solitude des longues nuits de garde, car celle-ci était publique et chargée d'un avertissement. En tentant de retrouver son calme, il réalisa que la dynamique avait changé du tout au tout. Sa stature, autrefois synonyme d'autorité, provoquait désormais malaise et gêne. Il n'était plus le repère ni la figure qu'on écoutait ou redoutait. Sa simple présence rappelait ce qui venait d'être brisé, la confiance. Pour la première fois, il se sentit étranger dans un lieu qu'il connaissait comme sa poche. Ce retournement lui donna le vertige. Lui qui avait traversé tant de salles, dirigé des réunions difficiles, soutenu des contrôles routiniers, n'arrivait plus à imposer le moindre respect. Pire encore, il devinait dans les silences et les échanges muets une forme de honte collective dont il était la cause principale. Plus il tentait de redresser la tête, plus il percevait clairement que son autorité n'était plus qu'une façade et que son pouvoir réel s'était évaporé, emporté par un simple acte de trop. Alors que les secondes s'écoulaient et que l'atmosphère demeurait chargée, quelque chose de subtil commença à se produire dans la salle. Quelques employés du tribunal, puis certaines figures familières des médias juridiques, échangèrent des regards furtifs. D'autres, un peu plus lents à comprendre, demeuraient bouche bée devant la tranquillité de Juliette. Un mot glissé, à l'oreille, une question murmurée, et l'effet domino se lançait. Peu à peu, l'identité exacte de Juliette devenait claire pour tous. Il était presque ironique que personne n'ait fait tout de suite le lien. Juliette, discrète, mais imposante, n'avait jamais cherché à mettre en avant son statut. Pourtant, ceux et celles qui la connaissaient ne pouvaient plus douter, à présent que les bribes d'informations circulaient. Elle était non seulement juge, mais l'une des plus hautes autorités du système judiciaire français. Quelqu'un dont la voix résonnait jusque dans les couloirs les plus respectés du ministère de la Justice. On disait parmi les murmures que nombre de réformes décisives portaient son empreinte, que son avis avait toujours pesé lourd pour décider du sort d'affaires complexes ou toucher aux lois elles-mêmes. Et Juliette ne confirmait rien de tout cela. La révélation de son rôle, de son importance, se faisait sans aucun mot de sa part. C'étaient les réactions de l'Assemblée, l'attention soutenue, les regards écarquillés, qui révélaient, mieux que n'importe quelle déclaration officielle,
l'ampleur silencieuse de ce qui se passait. Même Antoine, d'abord plongé dans ses propres pensées, perçut soudain la gravité nouvelle de son geste en voyant la posture des autres et le changement d'expression sur certains visages. Il s'enfonça encore plus dans le malaise, comprenant que ce qu'il avait cru être une dispute ordinaire le dépassait de beaucoup. À cet instant, la faute d'Antoine prenait une dimension bien plus dramatique. Ce n'était pas seulement l'agression d'un collègue ou d'un juge, c'était une atteinte directe à une figure institutionnelle, une violation du respect due à l'une des personnes les plus influentes de la justice à Paris. La communauté, maintenant consciente de toute la portée de ce moment, se taisait, laissant la salle habillée d'une tension qui ne ferait que grandir à mesure que l'information continuerait de se propager au-delà de ses murs. Ce choc, une fois la vérité révélée, frappa Antoine de plein fouet. Il restait là, un peu pâle, incapable de détourner les yeux de Juliette, désormais perçue sous un jour totalement différent par tous ceux présents. Il comprenait, avec une brutalité nouvelle, que ce geste irréfléchi n'était pas seulement une faute à l'encontre d'une personne, mais une attaque frontale contre tout ce qu'il prétendait défendre depuis tant d'années. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Plus aucune mention de galon, de hiérarchie ou de réglementation ne pouvait le protéger face à la force morale dégagée par Juliette et au soutien silencieux que lui apportait la salle. Dans sa tête, 1000 souvenirs et explications défilaient en désordre. Il revoyait son arrivée fière dans la police nationale, ses premiers succès, la façon dont il avait appris à appliquer les règles à la lettre et à se faire respecter, parfois par la crainte plutôt que par la confiance. Pourtant, cette voix face à une telle figure de la justice, cela sonnait creux. Chaque mot appris, chaque geste adopté pour maintenir la distance avec ses collègues et le public, lui revenait avec un goût d'échec. C'était presque ironique. Tout ce qu'il estimait être des preuves de force devenait là, devant Juliette et ce public, une marque de faiblesse. Plus Antoine essayait de se redresser, de rappeler à lui son assurance habituelle, plus sa voix intérieure s'effritait. Il avait toujours cru que son uniforme constituait un rempart absolu, mais aujourd'hui, ce même uniforme, ce symbole d'autorité, ne lui servait plus à rien. Bien au contraire, il devenait un poids, un rappel, gênant que l'autorité seule ne suffit pas quand on oublie ses propres devoirs. Autour de lui, les chuchotements se multipliaient, mais plus aucun allié ne se manifestait. Même ceux qui, habituellement, le soutenaient sans poser de questions, baissaient aujourd'hui la tête, mal à l'aise. C'était comme si tout le système, jusque-là censé le protéger, se retournait contre lui, à cause d'une fêlure qu'il avait lui-même provoquée. Antoine comprit enfin que la véritable puissance ne supporte pas l'ignorance. Il n'existe pas de protection pour ceux qui, au fait de leur pouvoir, choisissent d'ignorer l'essentiel. Plus il cherchait à se cacher derrière des titres, plus sa vulnérabilité sautait aux yeux, irréparable. Sans élever la voix, ni chercher à provoquer, Juliette resta fidèle à elle-même, stoïque, digne, presque en retrait, alors que, paradoxalement, toutes les attentions s'étaient tournées vers elle. Ce n'était pas dans sa nature de répondre avec violence, ni même par des mots cinglants. Elle laissait le silence jouer son propre rôle. Chacun dans la salle sentait que sa réaction, tout en retenue, tranchait radicalement avec la démonstration physique à laquelle Antoine s'était livré plus tôt. Juliette incarnait une sorte de force tranquille, que l'on ne voyait pas tout de suite, mais qui s'imposait à la longue, simplement parce qu'elle résistait à la tentation d'écraser ou d'humilier. À mesure que les minutes passaient, il devint évident que tout le monde respectait davantage cette attitude que n'importe quelle démonstration de pouvoir classique. Juliette savait, grâce à ses années d'expérience dans les rouages de la justice française, que la vraie autorité naît de l'exemplarité et de la confiance accordée à la justice collective. Elle n'avait pas besoin de réclamer vengeance ni de crier au scandale. Sa foi dans les institutions suffisait à donner le ton et à faire comprendre la gravité de ce qui venait de se produire.
Personne n'aurait pu penser que le calme puisse avoir autant d'effets. En restant en retrait, Juliette désarmait toute envie de surenchère, tout réflexe de riposte émotionnelle. Son attitude devenait une leçon vivante pour ceux qui avaient longtemps cru que l'ordre ne se maintient que par la peur ou la discipline stricte. Même les agents de sécurité, d'habitude prêts à intervenir au moindre débordement, étaient immobiles, comme captés par cette force invisible qui s'imposait naturellement dans la salle. Pour Antoine, cette scène était d'autant et plus douloureuse qu'il réalisait progressivement à quel point il avait confondu le respect et la crainte tout au long de sa carrière. Il voyait désormais que le respect vrai ne s'achète pas et qu'il ne dépend ni d'un uniforme, ni d'une fonction officielle, mais naît d'un comportement juste, d'une capacité à écouter, à patienter, à faire confiance au temps et à la collectivité. Ce moment resta gravé dans l'esprit de chaque personne présente. Juliette venait, sans un mot de trop, de rappeler à tous que la justice, dans sa lenteur apparente, finit toujours par trouver sa voie. Sa dignité, loin d'être une faiblesse, était la preuve que le vrai pouvoir ne fait jamais de bruit, mais transforme silencieusement ceux qui savent l'observer. Dans les couloirs de la police nationale, le tumulte qui suivit l'incident se propagea à la vitesse d'un éclair. D'habitude, lorsqu'un événement embarrassant se produit, il s'étouffe vite, perdu dans la paperasse, ou dès que la hiérarchie décide qu'il n'a pas à dépasser les murs du commissariat. Mais cette fois, chacun, du chef de service à l'officier de patrouille, comprit rapidement que quelque chose de plus large venait de se jouer. Ce n'était plus seulement un souci d'image ou une question interne. Ce qui s'était passé concernait tout Paris et, par extension, une partie de l'opinion publique française. Les premières discussions eurent lieu à huis clos, dans des bureaux éclairés par la lumière crue de l'après-midi. Certains responsables, nerveux, tentaient de minimiser les faits, mais la présence d'une personnalité comme Juliette compliquait tout. Il leur devenait impossible de faire comme si rien ne s'était passé, d'autant plus que plusieurs témoins, juges, avocats, greffiers, s'étaient déjà émus de la situation. Un déni ou un camouflage mettrait en péril non seulement la crédibilité de la police, mais aussi la confiance fragile que la communauté parisienne gardait envers ses institutions. De plus en plus, la tension laissa place à une urgence palpable. Il fallait agir et vite, sous peine de voir la réputation de toute une organisation s'écrouler. Certains officiers expérimentés, qui avaient souvent réussi à calmer le feu sous la cendre, sentaient que la moindre erreur pourrait avoir l'effet d'une allumette sur un tas de poudre. Les réseaux sociaux bruissaient déjà de rumeurs. Parfois, un simple message sur Internet enflammait les débats dans tout le pays. On ne pouvait plus espérer gâcher l'affaire, même partiellement. La crise interne prenait des allures de casse-tête. Faut-il sanctionner Antoine publiquement au risque d'alimenter le scandale ou traiter la question en silence en tentant d'échapper à la tempête? Les voix commençaient à s'élever, non seulement pour demander justice, mais pour exiger un changement de culture, une prise de conscience sur la manière dont la police devait dialoguer avec la société, surtout avec les piliers de la justice. Plus personne n'osait évoquer le secret professionnel ou l'honneur du corps. En guise d'excuse, il était devenu trop clair que toute tentative de masquer la vérité reviendrait à saboter la légitimité même de l'organisation et à précipiter sûrement une rupture irréversible avec la population. Lorsque Juliette sortit du bâtiment, sa démarche droite, sans empressement ni détour, fut remarquée par tous ceux qui l'aperçurent. Certains employés, habitués à saluer machinalement les figures de l'institution, se surprirent à la regarder plus longuement, cherchant à comprendre ce qui, chez elle, suscitait un tel respect sans qu'elle n'ait besoin de mots ni de gestes grandiloquents. Rapidement, le récit de l'incident prit une ampleur inattendue. Dans les cafés du Marais, sur les bancs des universités et dans les émissions de radio du matin, le nom de Juliette revenait souvent, entouré non plus de rumeurs mais de réflexions sur ce que signifiait, au fond, exercer son métier avec intégrité.
Sans jamais prendre la parole publiquement, Juliette insufflait une idée simple et crédible. La justice ne se mesure pas à la façon dont on porte la robe ni à la rigidité du regard, mais à cette capacité rare de faire concorder ses décisions et ses valeurs. Sa réaction, et surtout son refus de répondre à la provocation d'Antoine, alimenta une nouvelle forme de dialogue dans Paris. Des magistrats à la retraite, des étudiants passionnés de droit, des citoyens ordinaires commencèrent à se réunir pour parler d'abus d'autorité et de la place de chacun dans le maintien des droits fondamentaux. Bientôt, les réseaux sociaux s'enflammèrent, non de colère brutale, mais d'un appel à plus de clarté et d'exigence dans les rapports entre institutions et population. Le geste d'Antoine, d'abord vu comme une simple maladresse, fut disséqué et analysé. Il cristallisait des années de tensions parfois tues entre police et justice. Chaque débat, chaque table ronde ou rassemblement pacifique dans les rues de Paris trouva en Juliette un symbole, non celui d'une victime silencieuse, mais celui d'une personne ayant choisi la dignité comme arme la plus efficace. De fait, le malaise du départ fut remplacé par une dynamique d'espoir. Des collectifs naquirent, exigeant des engagements fermes pour encadrer le pouvoir discrétionnaire des forces de l'ordre. De nombreuses pétitions circulèrent, rassemblant en quelques jours des milliers de signatures. Juliette, à son insu, avait prouvé qu'une attitude cohérente et respectueuse pouvait transformer un incident malheureux en un mouvement de fond, ouvrant la voie à des réformes et à un dialogue renouvelé entre les citoyens et leurs institutions. Dans les jours qui suivirent, Antoine connut un isolement qu'il n'avait jamais éprouvé, même dans les moments les plus difficiles de sa carrière. Les couloirs du commissariat, qui lui paraissaient auparavant familiers et rassurants, lui semblaient soudain étrangers, presque hostiles. À chaque regard croisé, il devinait la question muette. « Comment as-tu pu ?» Cette ambiance pesante l'emprisonnait plus sûrement qu'aucune sanction officielle. Rentrer chez lui n'apportait aucun réconfort. Il tournait en rond dans son petit appartement de Belleville, la télévision allumée en bruit de fond, incapable d'écouter vraiment les informations dans lesquelles son nom circulait parfois furtivement. Ses pensées n'étaient plus que remises en question. Antoine se demanda s'il avait un jour compris ce qu'était vraiment la justice ou s'il n'avait fait que jouer un rôle, s'appuyant sur les règles à appliquer, les ordres qu'il recevait, sans jamais réfléchir profondément à ce qu'ils signifiaient. Il se rappelait certaines décisions prises à la hâte, certains compromis acceptés pour ne pas se mettre à dos la hiérarchie, tous ces petits arrangements avec la morale qu'il justifiait jadis comme nécessaires au bien de tous. Ces souvenirs, qu'il croyait enfouis, ressurgissaient maintenant sans prévenir. Il sentit son image de lui-même se fissurer. Il ne s'agissait plus seulement de la peur d'être sanctionné ou de perdre son travail. C'était quelque chose de plus intime, la sensation d'avoir vécu dans l'illusion que son uniforme lui donnait du sens et surtout du pouvoir, alors qu'en réalité il passait sans cesse à côté de ce qui fait vraiment autorité. Le respect, la confiance, l'écoute. Le plus difficile à supporter, ce n'était pas le regard des autres, mais ce malaise intérieur, cette peur du vide face à l'inconnu. Antoine comprenait soudain que l'inconnu, c'était tout ce qu'il n'avait jamais voulu regarder en face, l'incertitude sur ce qu'il était vraiment. Il n'existait pas de solution toute faite, pas d'échappatoire possible à cette situation. Antoine sentit que le seul chemin valable serait peut-être d'accepter cette chute brutale, comme un passage obligé. Il se demanda s'il lui restait la force un jour de faire face à ses erreurs et d'essayer d'obtenir, sinon le pardon des autres, au moins un peu de sa propre rédemption. Pendant qu'Antoine se débattait avec ses doutes et ses remords, la haute autorité pour la transparence de la vie publique s'empara du dossier avec une rapidité qui surprit beaucoup de monde à Paris. Les médias relayèrent la nouvelle. Et dès le lendemain, une enquête formelle était ouverte, visant à faire toute la lumière sur l'incident et à examiner la conduite d'Antoine dans les moindres détails. Cette annonce tomba comme un coup près,
marquant la fin de l'époque où l'on pouvait compter sur la discrétion ou la complicité silencieuse des hautes sphères. Le message était clair. Désormais, personne n'était au-dessus des règles, quelle que soit son ancienneté ou sa position. Le climat dans la police nationale changea presque instantanément. Des collègues d'Antoine, autrefois prompts à balayer les incidents gênants sous le tapis, prirent peu à peu conscience de la gravité de la situation. Dans les réunions, la nervosité montait. Certains anciens, attachés aux façons de faire traditionnelles, évoquaient la nécessité de soutenir l'un des leurs. Mais nombreux étaient ceux qui, au contraire, voyaient dans cette enquête une chance de rompre avec des pratiques dangereuses qui duraient depuis trop longtemps. Plusieurs responsables commencèrent à repenser en profondeur les méthodes de gestion du pouvoir et les procédures à appliquer lors d'incidents impliquant des abus d'autorité. Pour Antoine, cela signifiait la perte brutale de tout ce sur quoi il avait jusque-là compté pour préserver sa sécurité. Il n'y avait plus de filets, plus de petites messes basses pour effacer les traces ou ralentir le travail des enquêteurs. Les collègues prenaient leur distance. Certains semblaient gênés, ne sachant pas s'ils pouvaient encore lui parler sans risquer d'être associés à son cas. La vulnérabilité d'Antoine était palpable, et pour la première fois, c'est lui qui devait répondre, non plus de manière automatique mais en profondeur, sur ses décisions, ses choix, la façon dont il avait utilisé, ou parfois détourné, l'autorité qui lui avait été confiée. L'impact de l'intervention de la haute autorité dépassa largement la situation d'Antoine. D'autres affaires, jusque-là ignorées ou minimisées, refirent surface. Des fonctionnaires de différents corps, sentant le vent tourner, prirent l'initiative de revoir certains protocoles, imposant de nouvelles règles sur la transparence et la traçabilité. Cette évolution, amorcée dans l'ombre d'un scandale, apportait un souffle d'espoir à ceux qui réclamaient plus de responsabilité, non seulement à Paris, mais dans toute la France. Sous l'œil attentif des médias et avec l'effervescence qui secouait Paris, Juliette refusa obstinément de se prêter au jeu des interviews ou des débats sur les plateaux de télévision. Elle se concentrait sur son travail, sur le suivi des dossiers, sur ses engagements auprès des justiciables. Certains journalistes essayaient bien de l'approcher, mais elle gardait pour seule réponse un sourire poli et quelques mots de réserve. À ceux qui cherchaient un scoop, elle montrait qu'il n'était pas question de profiter personnellement d'une tempête qui concernait tout un système. Cette manière de rester en retrait, de ne pas alimenter les polémiques, tranchait avec l'agitation générale et renforçait naturellement sa crédibilité auprès de nombreuses personnes. Son attitude posée commença à en inspirer d'autres dans la capitale et au-delà. De plus en plus de citoyens, longtemps résignés à subir de petites humiliations ou des abus de fonction dans leur vie quotidienne, trouvèrent, dans l'exemple de Juliette, un motif d'espoir. Certains, jusque-là silencieux, prirent la parole dans leur administration, à l'université, dans le domaine de la santé, ou même au sein de la police. Des récits commencèrent à remonter d'abord timidement, puis avec une franchise nouvelle sur des pratiques abandonnées, sur des injustices passées sous silence par peur des représailles. Les réseaux sociaux s'en firent l'écho, révélant une vague de témoignages sur des abus ou des décisions contestées, bien au-delà de la seule affaire d'Antoine. Le mouvement modifia peu à peu la culture des milieux jusque-là protégés par leurs usages anciens. On vit poindre dans certains services la volonté d'accepter la critique, de revoir les méthodes, d'ouvrir les yeux sur ce qui avait été caché trop longtemps. Des ateliers de médiation se mirent en place, des commissions de transparence accueillirent les doléances avec un sérieux inédit. Beaucoup, qui auparavant craignaient d'être isolés ou sanctionnés en cas de dénonciation, trouvèrent maintenant un climat plus accueillant, presque sécurisant. On devinait derrière cette transformation l'influence discrète mais réelle de l'attitude de Juliette. Ce processus ne se fit pas sans difficulté. Il restait des résistances, des hésitations, quelques tentatives de revenir à l'ancien ordre. Mais pour la première fois depuis longtemps, une idée simple faisait son chemin, une seule histoire, même douloureuse,
pouvait enclencher de vrais changements, fissurant lentement les murs de silence qui semblaient infranchissables. Lorsque la convocation officielle arriva, Antoine eut un frisson qu'il n'avait encore jamais ressenti dans sa vie professionnelle. Il fut sommé de se présenter devant la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Rien n'était laissé au hasard. Le courrier lui précisait la date, les horaires, les pièces justificatives à fournir et même les règles vestimentaires à respecter. Il comprit aussitôt que cette audience n'aurait rien à voir avec les entretiens informels qu'il avait connus dans le passé, où l'on se contentait bien souvent de rappels à l'ordre ou de recommandations sans lendemain. Le jour venu, Antoine parcourut le grand hall de la haute autorité, abrité dans un bâtiment moderne, près de la place de la République. L'atmosphère était sérieuse, presque solennelle. Plusieurs représentants de l'instance siégeaient derrière un large bureau, leur expression neutre mais attentive. Dans la salle, quelques collègues d'Antoine, d'autres membres de la police nationale et plusieurs observateurs silencieux. Cette fois, aucune bienveillance automatique n'était perceptible. Même les amis de longue date évitaient souvent le regard. L'ambiance appartenait plus au doute qu'à la solidarité. Quand il commença à expliquer ses actions, Antoine s'appuya, comme toujours, sur la procédure, sur les arguments tirés du règlement ou de la jurisprudence interne. Mais il sentit très vite que ses réponses sonnaient creux. Les mots qui avaient toujours suffi à convaincre ou à rassurer paraissaient soudain dépassés, usés par des années de répétition. Les membres de la haute autorité, eux, interrogeaient calmement mais sans détour sur le sens réel des décisions prises, la dimension humaine derrière chaque choix. Antoine, de plus en plus mal à l'aise, défendait, justifiait, invoquait le contexte. Mais plus il s'enfonçait dans les détails du système, plus il laissait apparaître une absence d'empathie, de remise en question personnelle. On comprenait alors dans la salle que ce procès dépassait le sort d'un individu. L'institution montrait pour la première fois, sous le regard du public, sa volonté de remettre à plat des habitudes autrefois intouchables. Ce qui était en jeu, c'était la définition même de l'autorité. Non un pouvoir automatique, mais une responsabilité à assumer devant tous. Les regards pesaient, le silence était lourd. Antoine comprit, avec une lucidité tardive, que l'ancien cercle protecteur auquel il croyait ne résisterait pas à cette nouvelle exigence de transparence. Bien avant que la décision officielle ne soit rendue, Antoine sentit la société le juger. À chaque sortie, dans la rue ou même à la boulangerie du coin, il remarquait des visages qui se détournaient ou, au contraire, le dévisageaient sans ménagement. Les échanges se faisaient brefs, parfois hésitants, et la chaleur d'autrefois avait cédé la place à une gêne perceptible. Même parmi les siens, l'incompréhension s'installait. Des collègues, jadis amicaux et bavards, cherchaient désormais à éviter toute conversation prolongée, de crainte d'être liés à son histoire. Les invitations à boire un café disparurent. Les conversations de couloir s'éteignirent peu à peu, jusqu'à ce que le silence le cerne complètement. Au fur et à mesure que la presse relayait chaque étape du dossier, l'isolement d'Antoine devint de notoriété publique. Ces années de service, où il s'efforçait de paraître irréprochable et fort, semblaient bien lointaines. Il comprit alors une vérité qu'il avait toujours repoussée. Sans empathie, sans remise en question, il était facile de glisser dans l'arrogance et de croire, à tort, être intouchable parce qu'on porte l'uniforme ou qu'on jouit d'un certain statut. C'est cette absence de recul et d'écoute qui finalement avait sapé lentement ses fondations. Il fut frappé de voir, lors du grand colloque annuel de la sécurité publique, son nom présenté en exemple, non. Plus comme une figure à admirer, mais comme une mise en garde contre les dérives du pouvoir. Dans les universités, les écoles de police et même lors des interventions en mairie, l'affaire fut régulièrement citée. Les formateurs utilisaient le parcours d'Antoine pour illustrer les risques liés à un usage mal compris de l'autorité.
rappelant combien il était dangereux de confondre respect des règles et absence totale d'humanité. Les débats publics s'enrichissaient de témoignages, certains exprimant leur colère, d'autres leur incompréhension, mais tous convaincus qu'un tournant décisif avait été franchi. Toujours sous l'éclairage du grand procès, la figure d'Antoine était désormais associée à un avertissement. La confiance accordée par la société ne tient que si elle s'accompagne de respect et d'humilité. Pour Antoine, il ne restait que le silence et la nécessité amère d'admettre enfin que l'autorité sans conscience ni cœur finit un jour par s'écrouler. Alors que la tempête médiatique atteignait son point culminant, Juliette se retrouva à plusieurs reprises face à ceux qui voulaient faire d'elle le symbole d'une revanche. Même dans le couloir de son propre bureau à Paris, certains collègues essayaient de la pousser à exprimer colère ou ressentiment envers Antoine, d'autant plus que tout le pays semblait suspendu à son attitude. Mais Juliette n'entra jamais dans ce jeu-là. Digne et discrète, elle savait que répondre à la violence par la vengeance ne ferait que nourrir ce cercle vicieux dont elle voulait justement s'extraire. À chaque occasion, lorsque les questions se faisaient pressantes ou que les débats menaçaient de devenir personnels, elle posait calmement ses limites. La justice, disait-elle, ce n'est pas battre l'autre, c'est réparer ce qui est brisé. Cette position ne fut pas toujours comprise immédiatement, y compris parmi certaines victimes d'injustice qui auraient souhaité des mots plus durs ou des gestes forts. Pourtant, au fil des jours, son choix s'imposa comme une évidence. Dans la salle d'audience, on nota vite que le climat changeait. Là où la tension était omniprésente, où chacun semblait prêt à exploser ou à lancer une accusation, une énergie nouvelle fit son apparition. Des discussions naquirent autour des moyens concrets de prévenir les dérives observées, de modifier les procédures, de rendre les choix collectifs plus transparents, mais aussi plus humains. Les dirigeants, présents jusque-là sur la défensive, commencèrent à ouvrir la porte à des initiatives qui jusque-là semblaient utopiques. On parla d'ateliers pour renforcer la conscience éthique, de temps d'écoute ouverts à tous les agents, d'une formation axée non seulement sur la loi, mais aussi sur l'empathie et la communication. Même les collègues les plus sceptiques finirent par admettre que la justice ne pouvait plus se limiter à punir et oublier. Juliette, à sa manière, venait d'offrir un nouveau cadre. La responsabilité devait redescendre à tous les niveaux, dans les gestes du quotidien, pas seulement dans les grands discours. Le volet répressif de l'histoire ne fut donc qu'un point de départ. Petit à petit, un souffle de respect et de solidarité s'installa dans les échanges, au commissariat, dans l'administration et même dans la rue. Le cas d'Antoine, qui aurait pu ne servir qu'à effrayer ou à diviser, devint le terreau d'un renouveau. Désormais, chacun comprenait que la justice véritable vient quand la société choisit d'apprendre et de grandir ensemble.